Mali, une fois de Mesdames et plus, messieurs, bonsoir visé et par des velléités, on va dire, de coup d'État. Eh bien, les autorités de Bamako ont annoncé d'ailleurs ce jour avoir été victimes d'un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, lequel coup d'État visait principalement la personne du président, le colonel Assimi Goïta. En tout cas, de ce que l'on a suivi du communiqué qui a d'ailleurs été rendu officiel ce jour, des enquêtes vont se poursuivre afin de mettre le grappin autour des hommes responsables de cet acte crapuleux du côté du Mali. On en parle dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir à tous, messieurs, mesdames. Merci de nous retrouver au cœur de l'actualité sur le continent africain. Luc Michel, vous êtes en multiplex avec nous depuis Bruxelles afin de nous permettre au mieux de décrypter cet état de choses qui prévaut actuellement du côté de Bamako. Bonsoir Luc, bienvenue. Mali, mais qui était prévisible. Vous savez que lorsque la France perd le contrôle, elle tente son va-tout. Et les coups d'État en Afrique sont la marque de fabrique des Français. Les Américains préfèrent les changements de régime parce qu'on appelle les révolutions de couleur. Alors, Luc, merci infiniment que de nous retrouver. Peut-être avant que de faire le point avec vous autour de cette actualité, on va prendre cet extrait du porte-parole des autorités de transition du côté de Bamako, le colonel Abdoulaye Mega, qui s'est justement exprimé à la télévision nationale comme cela est de coutume afin de faire le point autour de l'actualité liée donc à ce pays. On prend cet extrait et on vous retrouve derrière Luc Michel. Communiqué, monsieur le ministre, bonsoir. Et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Luc Michel, je vous retrouve et je vous pose cette question d'une manière banale. Que se passe-t-il véritablement et concrètement autour de la transition malienne? Mais c'est-à-dire que la transition malienne, elle dérange beaucoup de choses. La France, l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, mais surtout la France ne peut pas se permettre de perdre le contrôle parce qu'elle va perdre la face vis-à-vis de ses alliés. Ce que les Américains reprochent aux Français en Afrique, c'est de ne plus être un gendarme de l'Afrique, de ne plus assurer l'ordre. À partir de ce moment-là, c'est explicite quand on lit le communiqué du colonel. Il y a un réseau qui s'est constitué d'officiers et de sous-officiers réactionnaires. Retenez bien réseau, parce que ça suppose une organisation. Et ils ont tenté de s'emparer du pouvoir pendant la nuit. Et le colonel Deno Maïga dénonce un gouvernement étranger. Il n'y a pas de doute que c'est la France, évidemment. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas les méthodes des Américains.
Maintenant, la situation est sous contrôle. Le pays est cadenassé et en particulier, il y a d'importantes mesures de sécurité qui ont été déployées pour contrôler Bamako et les entrées et les sorties de Bamako. Mais évidemment, que ce genre de choses arrive maintenant, ce n'est pas un hasard. Vous savez que nous sommes en pleine crise internationale. L'actualité est focalisée sur les événements d'Ukraine et en particulier sur la reddition des néo-nazis à Mariupol, c'est-à-dire une victoire russe. Et on ne parle pas de la tentative de coup d'État à Bamako. J'ai regardé depuis ce matin les chaînes d'information françaises. Il n'y a même pas un flash info d'une minute, alors que généralement, on s'étale longuement sur toute l'actualité africaine. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est donc évidemment la France qui joue, je l'ai expliqué, son va-tout. D'autant plus que Macron, évidemment, vu son mandat renouvelé, il y a un nouveau gouvernement en France et Macron a une caractéristique, il n'y est pas rééligible. Donc il ne concourra pas pour un second mandat et il peut considérer, ça semble être le cas actuellement, qu'il dispose d'un chèque en blanc, que ce soit en politique intérieure française, mais surtout en politique internationale. En ce moment, il est contesté. Vous avez peut-être vu que le président ukrainien Zelensky n'arrête pas d'adresser des critiques violentes contre Macron. Ces critiques, visiblement, elles sont inspirées par les États-Unis. Et évidemment, les Français doivent montrer qu'en Afrique, ils n'ont pas perdu la main, ce qui est le cas. Allez Luc, avant peut-être que de nous intéresser à ce réseau d'officiers et autres sous-officiers qui seraient donc à l'origine de ce coup d'État déjoué, parlons donc de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce silence morbide en tout cas des médias occidentaux autour de cette actualité malienne. Est-ce que je suis là dans des supputations, est-ce que pour eux c'est un épiphénomène? Sinon, qu'est-ce qui expliquerait cela, Luc, à votre avis? Non, ça a échoué. C'est ça qui les choque. Si le coup d'État avait réussi, il serait en train d'en parler en boucle. Mais le problème, c'est que le coup d'État a échoué, évidemment. Ça ne rentre pas dans la grille de lecture de l'actualité. Qu'est-ce que c'est la grille de lecture de l'actualité? C'est qu'il y a un danger russe, que la Russie va perdre la guerre en Ukraine, que Poutine va s'effondrer. Et en Afrique, c'est que les alliés de la Russie, c'est-à-dire les militaires anti-français un peu partout, sont en train de perdre la partie, qu'ils sont isolés, etc. Voilà donc la fiction, on appelle ça un storytelling, c'est-à-dire l'invention d'un scénario politique sur lequel on dresse des scénarios d'actualité, on va présenter des faux témoins, etc. Mais à partir du moment où le coup d'État échoue, où le storytelling n'est justement pas dans le cadre des lignes d'information que l'actualité occidentale veut donner, on n'en parle pas évidemment. C'est la censure. Je vous avais un exemple en Ukraine. Ce matin, vous avez 275 néo-nazis d'Azov qui se sont rendus à Mariupol, qui ont été arrêtés et qui ont été transférés dans les zones pro-russes de la République de Donetsk. Et les Français et les Ukrainiens racontent évidemment qu'ils ont été transférés hors de l'enfer d'Azov et on peut presque dire qu'ils sont en train de s'échapper et qu'ils se prépareraient à les échanger. Il y a déjà des voix en Russie, par exemple le député à la Douma Morozov, qui a précisé qu'il n'était pas question de les échanger. C'est la même chose sur le Mali. Si le coup d'État avait réussi, on en parlerait, mais à partir du moment où le storytelling, justement, ne correspond plus à ce que les Occidentaux ont défini, on n'en parle plus. Voilà pourquoi il n'y a pas une ligne, pas une seule info, cherchez bien là-dessus sur les chaînes d'information françaises. Luc Michel, on a quasiment, il y a là quasiment 2 jours, on a reçu d'ailleurs Issa Diarra sur ce même plateau qui nous faisait, qui nous apportait des précisions comme quoi du côté de Bamako, on sait et on est déjà préparé à subir des actes comme cela, notamment des coups d'État.
est-ce que clairement dit, il va falloir, peut-être on entrera dans la grille des mesures à prendre dans les jours à venir pour éviter notamment qu'on retombe dans les mêmes travers, puisque c'est quand même un deuxième attentat qui est déjoué, visant notamment la personne du président Assimi Goïta. Mais ce que j'ai envie de comprendre, c'est cette capacité qu'a désormais le gouvernement malien à être proactif, mais surtout à faire une lecture assez transcendantale sur ce que pourraient intenter les ennemis, qu'ils soient internes ou alors externes aujourd'hui. Il y a deux éléments. Il y a tout d'abord le fait que le gouverneur du Mali a choisi son camp. Il a choisi la rupture avec Paris. Donc les infiltrations françaises qui existaient un peu dans tout le Mali. N'oubliez pas que l'armée française, elle est depuis 8 ans au Mali. Et bien avant, dans le cadre des accords militaires, toutes les infiltrations sont en train d'être démontées. La seconde chose, on ne va pas révéler un grand secret, vous savez. Les Russes sont arrivés au Mali, ils ont déployé également leurs services de sécurité. À côté de l'intervention de la Russie, il y a dans toute l'Afrique, dans les pays où interviennent les Russes, il y a le renseignement militaire, le contre-espionnage russe, qu'on appelle le GRU, et qui contrôle lui-même des forces spéciales. Ces gens-là, évidemment, sont arrivés. Il ne faut pas faire croire qu'ils ne sont pas présents au Mali. Ils sont déployés au Mali, au Soudan, en Libye, en Centrafrique, etc. Et ils ont une connaissance et une pratique pour déjouer les complots occidentaux. C'est également naïf de croire que les colonels de Bamako ne sont pas au courant des dangers. Vous savez, la première révolution malienne, celle d'il y a 2 ans, avait été sabotée par le président Badao, évidemment, qui avait tenté de remettre en selle les éléments pro-français. Lorsque la CEDEAO et l'Union européenne réclament une transition rapide des élections, leur espoir, c'est de voir ces forces pro-françaises revenir au pouvoir. Pendant ce temps-là, les forces révolutionnaires s'organisent. En particulier le mouvement Yéréwolo et notre camarade Amina Fofana, ils sont en train d'organiser dans tout le pays, c'est pour ça que vous ne la voyez pas sur nos écrans, ils sont en train d'organiser ce qu'on appelle des comités révolutionnaires, comme l'avait fait Kadhafi au début de la révolution libyenne. Voilà ce qui est en train de se dérouler, bien entendu. Quelles mesures faut-il prendre pour neutraliser? Continuer à ne pas baisser la garde. Évidemment, on n'est qu'au début du sabotage de la révolution malienne. Il faut que la population s'organise et évidemment qu'elle soit équipée, que ses forces vives soient équipées pour résister à toute tentative de coup d'État. Alors, quoi qu'on dise, Luc Michel, est-ce qu'en l'état actuel des choses aujourd'hui, viser la seule personne d'Assimi Goïta, président de la République du Mali, pourrait briser la dynamique, on va dire, indépendantiste qui est enclenchée dans ce pays-là? Pourquoi cette fixation sur l'individu? Le problème des Français, c'est que la junte est symbolisée par le colonel Goïta, mais elle ne se résume pas à lui. Derrière lui, il a toute une classe de jeunes officiers et sous-officiers. Beaucoup de ces gens ont été formés en Russie. Ils ont connu les académies militaires russes, ils ont subi des stages de formation. Ce sont des gens qui ont une conscience révolutionnaire et panafricaine. Ils voient qu'ils ont le soutien notamment de leurs camarades algériens, ce qui est évidemment un gage de sérieux au sein du mouvement panafricaniste. Et donc, il ne suffit pas de décapiter la révolution malienne en assassinant le colonel Goïta. Il faudrait éliminer toute une classe d'officiers. Et ça, la France n'est pas en mesure de le faire. Jusque-là, les coups d'État profonds seraient partout en Afrique. Ce sont des coups d'État minoritaires où quelques dizaines d'officiers et sous-officiers qu'on a payés, parfois appuyés par des mercenaires, s'emparent du pouvoir. Mais Alors, est-ce que nous avons la direction de Bruxelles avec Luc Michel qui a été visiblement coupé avec nous? On espère l'avoir dans un court moment, puisqu'on était en train d'évoquer avec vous, Luc Michel, cette fixation autour de la personne du colonel Assimi Goïta qui est visiblement
Eh bien, selon toute vraisemblance, l'homme à abattre de la part du Quai d'Orsay parce qu'il gêne, parce qu'il impulse une dynamique souverainiste et indépendantiste qui est donc en train de prendre et de mettre le Mali sur les rails. Et hier encore, on était à débattre autour de ce refus de la France, en tout cas de voir le Mali présider au destiné du G5 Sahel qui deviendra donc finalement un G4 Sahel, en attendant d'en savoir un peu plus sur ce nouveau mode de fonctionnement que prendrait probablement cette institution si elle ne meurt de sa belle mort. Alors Luc, on vous retrouve certainement pour vous permettre de continuer à dérouler autour de la personne visée, autour de ces nombreux actes de coups d'État manqués de la part de la France, principalement contre la personne du colonel Assimi Goïta. Est-ce que nous avons Luc Michel à nouveau? Allez, on l'a perdu, on va tout faire pour nous permettre de reprendre la direction de Bruxelles. Mais on va réécouter en tout cas cet extrait du colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement malien qui revenait autour de Fabrice. Allez, allez-y Luc Michel, nous vous avons retrouvé, nous vous écoutons. J'ai une rupture d'honnête. Donc je disais donc que le problème du Mali, il ne s'agit pas de décapiter un homme. Jusque-là, il y a beaucoup de coups d'État français. C'est quelques dizaines d'officiers, de sous-officiers, parfois appuyés par des mercenaires et qui s'emparent du pouvoir. Mais ici, c'est un mouvement, une classe d'officiers, de sous-officiers. Elle a eu plus d'une année pour prendre l'armée en main. Elle est appuyée sur un puissant mouvement populaire. Au début de la révolution malienne, il y a une pétition qui s'intitulait Vladimir Poutine vient sauver le peuple malien, qui a recueilli 8 millions de signatures. Il y a eu des manifestations qui ont recueilli 2 millions de gens dans les rues de Bamako pour soutenir la Russie et les colonels. Cela, évidemment, ne se décapite pas. C'est tout le problème des Français. Allez, Luc, on y reste autour de ce coup d'État manqué puisque, selon des informations d'ailleurs que nous avons pu avoir ça et là, ce coup d'État pourrait avoir plusieurs implications parce que certains pays voisins auraient certainement facilité davantage, on va dire, la circulation de ces officiers et autres sous-officiers autour de cet acte manqué. Avant peut-être que de vous permettre de réagir autour de cette actualité, je crois Issa Diawara nous a rejoint depuis Bamako. Il nous revient justement de cette manifestation assez particulière, davantage pour soutenir les autorités en place. Issa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir aux géopoliticiens Luc Michel et bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média. Alors Issa Diawara, vous avez peu de temps à passer avec nous. Est-ce qu'on peut en savoir davantage autour de ce coup d'État déjoué par la dextérité des autorités de Bamako dans la nuit du 11 au 12 mai dernier? Oui, les choses se précisent ici. La nuit du 11 au 12, ce matin peut-être j'ai à le dire sur ligne rouge. Vous savez, ils s'étaient déjà d'abord, ils avaient gardé un silence là-dessus, le temps de finir avec toutes les enquêtes. Donc comprenez le temps de mener les enquêtes. C'est après avoir ligne de conséquences tout de suite. C'est vrai, le Mali devait de toute façon quitter le G5 Sahel, mais je crois que cela a même accéléré, a précipité les choses. Et sans doute, c'est parce qu'il doit avoir d'une manière ou d'une autre l'implication du G5 Sahel à travers certains États. Donc c'est un coup d'État, c'est on sait encore du coup d'État. On a parlé d'un pays étranger, et un pays occidental notamment. Occidental, c'est un indice qui est très fort. Et des pays occidentaux, il faudrait chercher à savoir quel est le pays occidental qui a le plus insulté le Mali. Et ces derniers temps, quel est le pays qui a menacé le Mali de se préparer à payer très cher le fait d'avoir déchiré les accords de défense avec la France. Il faut voir quel est le pays occidental qui a beaucoup plus à perdre quand le Mali retrouve sa souveraineté. Donc sans doute, sans aucun doute, c'est la France. C'est la France qui est là. Maintenant, est-ce la France a agi seule? Est-ce le seul pays occidental? Nous savons que les Occidentaux agissent en bloc. Mais quel a été le pays occidental le plus en pointe? Les informations dont nous disposons, on dit beaucoup de mercenaires qui ont été infiltrés, ont sans doute trafiqué par la Côte d'Ivoire et ont été entraînés
au Libéria, ce qui montre l'implication de beaucoup des États. Ensuite, on parle de l'implication parmi déjà les présumés auteurs du coup d'État qui ont été arrêtés à Bamako. Il y a des hauts gradés, il y a des sous-officiers, ça part du grade du colonel et on descend jusqu'au niveau du sergent-chef. Et ça embrasse beaucoup des unités de l'armée. Il y a l'infanterie, il y a les blindés, il y a beaucoup d'unités qui sont concernées. Maintenant, il faut savoir qu'il y a les présumés auteurs. Parmi ces présumés auteurs, il y a déjà les noms qui véhiculent. Si je dis encore présumés auteurs, ce sont sans doute quelques proches, des gens qui sont un peu proches du cercle du président de la transition lui-même, Assimi Goïta. Donc c'est peut-être un coup d'État à la Blaise comparé que nous venons de louper. Donc pour le moment, les 5 colonels sont en place, et les enquêtes continuent, ils sont à pied d'œuvre. Il y a déjà une liste qui circule un peu partout ici au Mali, on a des personnes qui sont soupçonnées. Donc c'était une coalition. Il faut savoir que c'est une coalition qui implique non seulement des infiltrés au sein des forces armées maliennes, non seulement des forces étrangères déguisées qui étaient propositionnées à Bamako, et il y a eu la complicité de certaines forces en présence au Mali, sans doute les G5 Sahel et autres. Et il y a aussi des rebelles, même des rebelles maliens, puisqu'il y a un officier de la SEMA qui aurait été interpellé. Et donc vous voyez que c'est une large coalition, c'est quelque chose de solide qui a été préparé, mais je pense que grâce au renseignement RIS, le Mali a sans doute anticipé. Voici entre autres ce que nous pouvons dire, et les enquêtes en tout cas sont en cours. Il y a une manifestation à l'Essan qui est en train de se dérouler, c'est au niveau de la bourse du travail. Il faut le dire, depuis hier soir, la nuit, il y a déjà quelques personnes qui étaient sorties au monument de l'indépendance pour lancer des mises en garde, menacer des représailles au cas où il y aurait un quelconque coup d'État contre le président Assimi Goïta et son régime. Il y a cette menace qui a été déjà brandie par la jeunesse depuis hier soir au monument de l'indépendance. D'autres organisations des jeunes se regroupent au moment que nous sommes en train de discuter comme ça, et je pense qu'il y aura des actions qui vont suivre, ou en tout cas il y aura un agenda. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura des brigades, en tout cas des vigiles, des volontaires, des organisations des jeunes qui vont s'implanter tout autour en tout cas dans beaucoup de localités, pour essayer de surveiller toutes les institutions de la transition. C'est ça que nous pouvons dire de ce coup d'État, sans aller trop vite dans les détails, parce que tout est en phase préliminaire. Puisqu'il ne faut pas fragiliser aussi la transition, ne pas tomber dans le coup de l'ennemi. Merci. Alors, Général Issa Diawara, vous avez bien fait d'ailleurs d'évoquer cela, puisqu'on s'interrogeait du retard pris par les autorités afin de communiquer sur cet état de choses. On se dit, logiquement, après 4 jours, que l'on ait plus d'éléments probants pour permettre de communiquer. Mais aujourd'hui, on a de la communication que nous avons eue du porte-parole du gouvernement. On est encore en train, visiblement, pour faire du journalisme, on est encore en train de recouper pour mieux servir. Pourquoi ce temps assez conséquent pour véritablement faire toute la lumière autour de ce coup d'État déjoué? La parole à Issa Diawara. Allez, on a été momentanément coupé par Issa Diawara, malheureusement. Luc Michel, vous nous recevez, et là, tout à l'heure, on espère qu'on aura Issa Diawara. On s'est interrogé sur le timing pris par les autorités de Bamako pour faire cette communication. On a clairement, on a eu avec Issa Diawara des précisions autour des commanditaires de ce coup d'État déjoué. Certains hauts gradés de l'armée y seraient véritablement pour beaucoup, mais également la complicité de plusieurs pays selon son récit, passé par la Côte d'Ivoire, mais surtout par le Libéria pour finalement atterrir du côté de Bamako, ce qui laisse quand même croire que c'est un coup d'État qui a pris véritablement ses origines un peu plus lointaines pour aboutir du côté de Bamako. Mais l'interrogation, Luc, essaie de savoir pourquoi avoir pris assez de temps pour communiquer, puisque dans cette dernière communication du porte-parole du gouvernement, on n'a pas encore des précisions assez poussées sur les responsables, puisque tout le monde jusqu'ici s'exprime au conditionnel.
Luc, la parole est à vous, s'il vous plaît. Allez, on a été visiblement coupé par nos deux intervenants, Luc Michel, mais surtout Issa Diawara. On va tenter de les avoir dans un court moment pour avoir les précisions autour de cette communication des autorités de Bamako. Issa, vous nous recevez à nouveau? Luc, vous nous recevez? Allez, des soucis de liaison avec nos deux invités. Je crois qu'on va prendre cet extrait du porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Mega, colonel de son État, qui nous précise davantage les faits avant de rallier soit Bamako ou alors Bruxelles. Communiqué, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Issa, vous êtes avec nous à nouveau, bonsoir, bienvenue. J'ai envie de dire, alors tout à l'heure, on était en train de s'interroger sur le timing de la communication de la part des autorités de Bamako. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour communiquer finalement? Malgré, avec tout ce temps, on a visiblement l'impression que les éléments, sinon les éléments donnés dans ce communiqué ne sont pas encore précis, puisque l'enquête, selon les dires du ministre porte-parole de ce gouvernement-là, les enquêtes se poursuivent encore du côté de Bamako pour établir véritablement les responsabilités des uns et des autres autour de ce coup d'État déjoué. Issa, je ne sais pas si vous avez le retour en plateau avec nous. La question est autour du timing. Pourquoi avoir attendu 4 jours après ce coup d'État déjoué pour finalement communiquer de la part du gouvernement de transition? Allez, des soucis avec Issa Diawara. On espère que la connexion va être rétablie dans un court moment. Issa, est-ce que vous nous écoutez? Allez, je crois qu'on va aller à Nathan, on va aller avec Luc Michel pour le retrouver du côté de Bruxelles. Luc Michel, nous tentons de comprendre le timing de cette communication faite par les autorités de Bamako. Est-ce qu'il y a une explication à cela, Luc Michel? Quand on étudie les coups d'État, et ça s'étudie en sciences politiques,
Il y a même eu un livre célèbre qui date d'environ 80 ans qui s'appelle La technique des coups d'État. Un coup d'État, c'est la combinaison de deux choses. C'est la combinaison de moyens techniques et de moyens médiatiques. Et le tout est une question de timing et de rapidité. Il faut donc agir vite, mais en même temps, évidemment, il faut, lorsqu'il s'agit d'écraser un coup d'État, il s'agit de neutraliser les éléments techniques, notamment garantir la sécurité des institutions et des moyens de médiatiques, etc. Moi, je pense pas que les colonels de Bamako sont allés ni trop tôt ni trop vite. Ils donnent une série d'éléments pour indiquer que la situation c'est sous contrôle. Mais ils ne l'ont pas. L'enquête est en cours pour déterminer exactement quelles sont les responsabilités. C'est tout ce qu'il s'agit. Ils ont eu parfaitement raison de dénoncer le coup d'État dès que celui-ci a été neutralisé. Allez, Issa Diawara, est-ce qu'on a la liaison, Nathan, avec Issa Diawara du côté de Bamako? Issa, est-ce que vous nous écoutez à nouveau? Aïe, dommage. Véritablement que l'on ne puisse pas rétablir le lien avec Bamako. On va donc rester avec vous, Luc Michel, puisque des précisions faites tout à l'heure par Issa Diawara, il y a donc, je le disais fort opportunément, des complicités bien qu'internes, mais surtout externes. On parle de deux pays, voisins de l'Afrique de l'Ouest qui sont donc cités par la classe politique du côté de Bamako comme étant des États ayant servi visiblement de relais, mais surtout ayant facilité l'accès aux commanditaires de ce coup d'État. Déjà, on parle de la Côte d'Ivoire, mais surtout du Libéria. Une explication, Luc, est-ce que dans le cas d'espèce, on peut établir de manière précise la responsabilité de ces États-là, de manière directe, j'ai envie de dire? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le point central d'implantation des Occidentaux et particulièrement des forces spéciales françaises et américaines. Vous savez que le Sénégal, qui était la base logistique arrière des Occidentaux, a retourné son veste géopolitique. Aujourd'hui, le Sénégal est l'allié de la Chine, de la Russie et surtout de l'Iran, et donc il n'a plus été considéré comme fiable. Au début de cette année, la principale base logistique française près de Dakar a été remise aux mains de l'armée sénégalaise et le centre des armées occidentales s'est déployé vers la Côte d'Ivoire. On a vu comme par hasard apparaître le terrorisme en Côte d'Ivoire, ce qui est le prétexte à l'ingérence occidentale. Il n'y a plus seulement les Français, il y a également les Occidentaux. En 2019, le régime de Ouattara, qui était soutenu par Paris, a été désavoué par Donald Trump et les Américains ont tenté de changer celui-ci. Immédiatement, les Ivoiriens ont compris la leçon et depuis, ils sont devenus les meilleurs alliés des Américains, également dans le golfe de Guinée, plus seulement des Français. En ce qui concerne le Libéria, c'est un pays qui est entièrement dans les mains des Américains depuis des décennies et dans lequel l'Afrique-Américain fait ce qu'elle veut. Donc je ne suis pas surpris de voir ces pays intervenir lorsqu'on organise un coup d'État. Il faut évidemment avoir des bases arrière, surtout lorsqu'on s'attaque à une révolution comme la révolution malienne, avec une population hostile. Dans ces cas-là, évidemment, on a des réseaux locaux qui généralement sont des mercenaires, et ces réseaux eux-mêmes, ils s'appuient sur un pays étranger. On appelle dans la technique des coups d'État cela un État tremplin. C'est l'État dans lequel vous allez sauter pour réaliser votre coup d'État. Alors, Issa, est-ce que nous, on va tenter de prendre la direction de Bamako pour retrouver le général Issa Diawara. Issa Diawara, vous nous écoutez?
Micro, Issa. Voilà, Oui, je vous reçois. Voilà, parfait, Issa Diarra. Tout à l'heure, on tentait de comprendre avec Luc Michel le timing, le temps, ce temps conséquent pris par les autorités de Bamako pour finalement communiquer autour de ce coup d'état des Jeux qui a quand même eu lieu dans la nuit du 11 au 12, mais c'est finalement au soir du 16 que l'on communique. Mais après, dans cette communication, on n'est pas véritablement fixé sur les responsabilités des uns et des autres, puisque le colonel Abdoulaye Megade a précisé que les enquêtes vont se poursuivre afin de faire toute la lumière autour de cette affaire-là. Alors, pourquoi avoir pris autant de temps, à votre avis, Issa Diawara? Ok, merci. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément sur les médias, mais je vais essayer de vous donner certaines informations. Et même si vous êtes à la tête d'un État, et qu'un coup d'État vient d'échouer contre vous, dans le contexte comme celui du Mali, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on fait quoi? On passe d'abord sous silence la chose. Il y a les services de renseignement du Mali, il y a la sécurité d'État qui est là. Donc la sécurité d'État doit d'abord faire son travail. Avant de, sinon, si vous communiquez très tôt, vous êtes obligé de les remettre tout de suite à la justice. Et si vous les remettez à la justice, la sécurité d'État pourra faire tout son travail. C'est la question qu'il faut se poser. Et je crois que c'est non. Donc, la sécurité d'État a son mode interrogatoire, ça c'est sans doute. C'est moi qui l'ai dit, ça n'engage que ma personne. Donc, la sécurité d'État a son mode interrogatoire. La sécurité d'État a besoin de certains, pas des informations, même des renseignements. Donc, finissent tout ce boulot. Et je pense que c'est en fonction de cela. Si vous voyez qu'on a dit qu'il y a un État occidental derrière, c'est effectivement parce qu'on a mis tous ces timings. Comprenez que du 12 à aujourd'hui, cela a pris suffisamment de temps. Nous sommes le 17 mai. Donc 5 jours, je crois que c'est largement suffisant pour avoir toutes les informations. Même en 2 jours, en 3 jours, ils avaient déjà ce qu'ils avaient. C'est pourquoi la nuit du 4e jour, donc là, ils ont passé l'information. Donc le timing s'explique par le fait qu'il doit avoir une enquête préliminaire qui doit avoir lieu sans doute dans les locaux de la sécurité d'État avant de les remettre en ce moment à la justice. Et la justice maintenant aura à faire son travail. Mais la sécurité d'État, comprenez, qui a son mode opératoire. Donc on avait besoin de soutirer des informations, on avait besoin de tirer certaines choses au clair. Il fallait remonter jusqu'à la source pour ne pas être empêché tout de suite par un avocat. Vous savez, le système occidental, même quelqu'un, s'il coupe la tête à votre parent, tout de suite vous avez un avocat qui se présente pour dire que c'est mon client, et il ne doit pas parler dans telles conditions, il ne doit pas parler sans moi et autres. Là, ils ont parlé tout bonnement, tranquillement. Le Mali a eu, en tout cas, tous les renseignements possibles. Et ensuite, maintenant, on les remet à la justice. Et en ce moment, ils seront jugés. Là, ça appartient maintenant à la justice de les juger, de faire son travail conformément au texte malien en vigueur. C'est ce qui peut expliquer, en tout cas, cette lenteur, le timing que les autorités ont pris avant de communiquer. Et ensuite, il y a des choses qui se précisent. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les auteurs. Oui, mais vous savez, le cerveau est presque connu. On dit les cerveaux, les informations dont nous disposons, les cerveaux se trouvent au niveau du CNT. Ce serait un membre du CNT qui est en tout cas derrière ce qui se joue. Donc ce n'est pas encore dit dans les sources officielles, mais ça, ce sont les sources officieuses. De façon officieuse, les informations qui sortent et qui sont répétées, qui circulent massivement, c'est que c'est un colonel qui est le cerveau et c'est un colonel qui est au niveau du CNT. Donc les choses se précisent petit à petit. Il n'est pas seul, il y a d'autres officiers de taille. Il y a un capitaine qui serait impliqué. Et les moins gradés, c'est un sous-officier qui est un sergent-chef. Mais ils sont tous des meneurs d'hommes. Ils avaient tous sans doute tous des hommes avec eux. Ils ont des unités, ils commandaient pour la plupart des cas des unités. Donc les choses vont se préciser, puis peut-être avec les heures qui vont suivre. Alors, Issa Diarra, je vous retourne parce que je voudrais là que l'on essaie un tout petit peu, et avec le concours de Luc Michel, bien entendu, d'établir le lien entre ce coup d'État de juillet et l'actualité du 15, puisque le 15 était la date butoir donnée par le colonel Assimi Goïta au président du G5 Sahel pour s'exécuter, du moins pour aller à la mise en place de cette
conférence qui devrait en principe restaurer, du moins établir le colonel Assimi Goïta à la présidence de ce G5 Sahel. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre les deux faits d'actualité, c'est-à-dire le coup d'État déjoué entre le 11 et le 12, mais surtout la date du 15 qui était celle butoir donnée par l'État de Bamako pour la prise, du moins pour la prise de la présidence du G5 Sahel? Oui, on peut faire un lien, on peut faire le lien avec cet événement, tout comme on peut le faire avec le départ des forces françaises, le fait d'avoir déchiré les accords. Vous savez, un coup d'État, ce n'est pas à 24 heures qu'on le prépare. Un coup d'État, ça prend du temps. Nous pouvons estimer les préparatifs de ce coup d'État à partir de la lettre peut-être que le colonel Assimi Goïta a envoyée à son homologue du Tchad, où il a sans doute, c'était un ultimatum. Ça, c'était un peu au-delà de mi-avril. Donc, il faut, selon mes estimations, selon mes calculs, c'est à partir de cela qu'on est entré dans la phase active même des préparatifs du coup d'État. Donc, il fallait peut-être agir très tôt parce que là, la France est en train de perdre pied. La France perd pied déjà à partir de quoi? Déjà vers fin avril, la France n'avait plus que 2 bases militaires au Mali. Sur les 6 au départ, on se retrouve avec 2 bases. Donc ensuite, il y a une lettre d'Assimi Goïta qui dit clairement que le Mali s'apprête à suspendre sa participation au niveau de toutes les instances. C'est vrai qu'Assimi Goïta avait joué en tout cas un tour à son homologue du Tchad. Il n'a pas dit directement que le Mali va se retirer. Il avait laissé entendre que le Mali allait suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel. Donc peut-être qu'ils sont préparés à cela. Si le Mali suspend sa participation, ça montre que les forces du G5 Sahel au Mali doivent suspendre leurs opérations. S'il y avait même des opérations, il s'agit des opérations de ravitaillement des djihadistes, des opérations pour leur porter les premiers soins, des ravitaillements et autres. Est-ce que la France doit perdre en plus des bases de Barkhane, de Takuba au Mali, perdre encore les bases militaires des forces du G5 Sahel? Est-ce qu'il ne fallait pas agir avant de quitter le Mali? Je pense que c'est ce qui s'est passé, mais une fois de plus, c'est un échec puissant. Donc la France veut agir, veut faire quelque chose avant de se retirer. C'est pourquoi de l'autre côté, vous voyez que la France dit qu'elle a besoin à peu près de 4 à 5 mois juste pour évacuer la seule base militaire de Gao qui reste. C'est une façon de traîner les pas, de renforcer leurs amis. Vous avez vu qu'il y a un officier d'un groupe rebelle qui est impliqué. Donc ça montre l'ampleur de la chose. Vous savez, cette situation n'est pas prise à la légère au Mali. C'est prise au sérieux. Les gens communiquent là-dessus. On ressent ça dans les pays. On sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se préparait et que la chose est très sérieuse. Chacun est en train de tirer une leçon de sa part et je crois que la société civile s'organise activement. C'est ce que je pouvais dire. Je passe mes salutations à tout le monde. Je crois que j'avais déjà une activité aussi programmée, mais c'était urgent d'apporter ces quelques points. Merci. Merci à vous, Général Issa Diarran. Vous retrouverez très certainement dans nos prochaines éditions le temps pour vous de vous atteler à autres activités très utiles, ludiques, mais surtout pédagogiques pour ce peuple malien. Alors, Luc, je vous donne la parole puisque tout à l'heure, on a très bien suivi les enjeux autour de cette présidence du G5 Sahel. Beaucoup dans la démarche, en tout cas, de la France, il était clairement mentionné que l'on ne peut pas accorder la présidence à un État au Mali au regard de sa situation politique, même si l'on s'interroge, l'on peut un tout petit peu être intrigué du fait que aujourd'hui la présidence de ce G5 Sahel soit la responsabilité du Tchad, qui n'est pas lui aussi exempt de tout sarcasme. Est-ce que, Luc, vous êtes géopoliticien, on peut établir un lien entre les deux faits, c'est-à-dire le retrait du G5 Sahel par le Mali, du G5 Sahel, mais surtout ce coup d'État déjoué à la veille de cette décision-là? Bien entendu, c'est la France qui joue son ventoux. Il est inacceptable pour elle de voir son infrastructure militaire
c'est-à-dire à la fois Barkhane et le G5 Sahel remis en cause. Il faut quand même rappeler ce qu'était le G5 Sahel. C'était une initiative de feu le maréchal Idriss Déby Itno, et ça devait être un embryon d'armée panafricaine placé avec un mandat africain du Conseil de sécurité. En 2017, lorsque le G5 Sahel s'est adressé au Conseil de sécurité, ce sont les États-Unis de Trump qui ont empêché la remise de ce mandat, et quelques semaines après, les Américains sont revenus, ils ont fait confier le mandat à Paris, à Berlin, et ils ont saboté l'opération de financement sur laquelle Idriss Déby Itno comptait. À partir de ce moment-là, Barkhane a toujours été une coquille vide. Il faut pour les Français, il n'est pas permis de relancer une organisation de Barkhane qui retomberait dans des mains africaines. C'est ce qui va se passer avec les colonels de Bamako, d'autant plus que le rapport avec la Russie fait que le renseignement français sait parfaitement que son monopole dans la région n'existera plus avec la présence du renseignement russe aux côtés des colonels de Bamako. C'est donc une opération complexe, et le coup d'État, évidemment, son timing n'est pas innocent. Il fallait tout tenter pour que Bamako ne puisse pas revendiquer ce qui est son droit, la présidence du G5 Sahel. Alors, Luc Michel, désormais, les autorités de Bamako vont donc véritablement exploiter ces personnes responsables de ce coup d'État déjoué du côté de Bamako. Est-ce à dire finalement que dans les jours qui vont suivre, Luc Michel, on aura beaucoup plus de précisions sur ce plan, peut-être, qui est celui qui cache la forêt, ce plan ourdi contre le président Assimi Goïta, qui est pour beaucoup d'analystes la face cachée de l'iceberg, qui vise notamment la déstabilisation, mais surtout l'assassinat pur et simple du président, le colonel Assimi Goïta. Oui, ça c'est l'enquête des services de sécurité de Bamako. Ils sont en train d'interroger les officiers arrêtés. On va déterminer leur soutien étranger, ce qui est très important. On va soutenir leur réseau de financement et évidemment leur liaison dans le pays. Ce ne sont pas des gens isolés, ce ne sont pas quelques militaires. Derrière eux, il y a sans doute des forces politiques issues de la France-Afrique. C'est entièrement un complot français qu'on doit démonter. Ce coup d'État, il ne doit pas être suivi d'un autre. Ça doit être le dernier, évidemment, et il faut le neutraliser totalement. Mais on peut s'attendre à de nouvelles révélations. Allez, Luc Michel, on va davantage évoluer puisqu'il est désormais établi qu'aussi longtemps que les autorités de Bamako ne vont pas, je dis quoi, nettoyer les écuries d'Ozias. Il est clair que ce gouvernement de transition-là sera vraisemblablement sur des braises, selon ce que l'on est en train d'observer. C'est le seul gouvernement de transition, du moins c'est le seul président de transition qui a quand même fait jusqu'ici l'objet de deux tentatives d'assassinat, ça il faut le dire. Écoutez, il y a une série de coups d'État militaires. Le coup d'État des colonels de Bamako, il a une particularité. Ce n'est pas un coup d'État militaire, c'est une révolution. Les officiers ayant pris la tête de cette révolution, il y a des masses populaires considérables, en millions de Maliens qui sont derrière elles. Il y a une classe politique révolutionnaire, des gens comme Rissa, justement, comme Moïna Fomala, etc. Ce qui se passe dans les autres pays, c'est plus une minorité militaire. Mais dans les autres pays non plus, ça ne se passe pas comme les Occidentaux l'avaient cru. En Guinée-Conakry, par exemple, au départ, c'était un coup d'État pro-américain mené par un officier, qui est l'officier de liaison entre l'armée guinéenne et l'africo-américaine. Mais dans le dossier de l'Ukraine, il a pris parti pour la Russie contre l'Ukraine. Et dans le dossier des sanctions, il soutient Bamako. Dans les autres pays, c'est un peu la même chose. Mais évidemment, les colonels de Bamako, ils sont un mauvais exemple pour tous les autres. C'est expliqué à tous les autres qu'aujourd'hui en Afrique,
on peut faire un coup d'État qui n'est pas pro-occidental et qu'on peut faire des choix politiques appuyés par des partenaires politiques sérieux, la Russie et l'Iran. Il s'agit donc évidemment de décapiter le coup d'État de Bamako parce que l'échec de Bamako, il impliquera l'échec des autres. La réussite de Bamako, elle implique la réussite des autres. Allez, on a donc compris clairement, Luc Michel, les enjeux autour de cette transition qui se joue du côté de Bamako et qui ne cesse de cristalliser du moins l'attention de plus d'un analyste donc sur le continent africain. Ou alors contrairement à d'autres transitions, que ce soit du côté de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, mais également du côté du Tchad, on a quasiment l'impression qu'ils sont sur des véritables oreillers. Alors, Luc Michel, cette fois-là, il est donc désormais question avec vous de pouvoir évoquer les voies de solutions pour tenter peut-être de réduire à sa forme la plus simple possible et plausible d'ailleurs les risques de tentative de coup d'État du côté de Bamako. Issa Diawara l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans sa dernière prise de parole. Il n'y a que le dernier contingent de Barkhane et autres MINUSMA sont encore là. Ils ont jusqu'au 20 juin pour sortir définitivement du territoire. Mais on a quasiment l'impression que cette course à la montre semble être celle aussi de tous les dangers, aussi bien pour la France que pour le Mali. Et on a d'ailleurs la preuve de ce coup d'État déjoué par les autorités de Bamako. Et donc, clairement, vous me direz qu'il faudra redoubler de vigilance. Mais à côté, que devra-t-on faire concrètement, Luc Michel? Écoutez, tout d'abord, la présence des Français dans le pays, elle relève des accords internationaux qui ont été signés par les gouvernements précédents et qui engagent les colonels de Bamako. On appelle cela la théorie de la continuité de l'État. Dans toutes les organisations internationales, il y a un délai pour quitter. En CPI, par exemple, c'est une année. En CEDEAO, c'est une année, etc. Donc, c'est inévitable. Pendant ce temps-là, il faut une vigilance. La première chose à faire, évidemment, c'est mener à fond l'enquête actuelle contre le coup d'État. C'est en neutralisant les réseaux de ce coup d'État qu'on empêchera sa réédition. La seconde chose, je l'ai dit, nos camarades de Bamako sont en train de mettre sur pied des comités révolutionnaires. Les comités révolutionnaires, c'est la solution que Fidel Castro, au début de la révolution cubaine, avait trouvée pour empêcher les coups d'État. Il y a eu plusieurs centaines de coups d'État à Cuba, de tentatives de coups d'État, de coups de force contre Fidel Castro, et 59 tentatives d'assassinat contre lui. Lorsque Kadhafi, en 1969, est arrivé au pouvoir, il a retenu la leçon de Cuba, et à partir de 1977, il a lancé le mouvement des comités révolutionnaires, qui était un encadrement révolutionnaire de la population et qui servait aussi à développer la démocratie directe. Avec mon ami Fabrice Béon, je m'honore d'avoir été parmi les rares non-libyens qui avons été dirigeants de ces comités révolutionnaires, puisque je les ai implantés en Europe, dans toute l'Europe, depuis l'Espagne jusqu'à la Russie, et que j'ai participé en Libye à de très nombreuses activités avec les comités révolutionnaires. La solution adoptée par Drissa Ouara, Amina Fofana et leurs camarades, c'est évidemment la solution du bon sens. Ce sont ces comités révolutionnaires. J'ajouterai une dernière chose, c'est un conseil que je leur donne. Comme les comités cubains et comme les comités libyens, il faut armer le peuple. Il faut distribuer des kalachnikovs. Lorsqu'on a un peuple armé, on ne sait plus faire de coups d'État. Alors Luc, est-ce qu'on ne doit pas craindre désormais une véritable chasse aux sorcières du côté du Mali après que l'on ait assisté à ce coup d'État manqué? Écoutez, ça c'est un risque, mais moi je dis qu'il faut faire confiance aux organismes de sûreté maliens et il faut faire confiance évidemment
à la justice malienne. C'est pas la première tentative. Vous savez, il n'y a pas eu de coup d'État avéré, mais il y a des tentatives de sabotage en permanence depuis que les colonels d'Assimi Goïta sont arrivés au pouvoir. Auparavant, sous l'ancienne direction de Bandao, il y a eu des tentatives incessantes pour ramener les partis de la France-Afrique au pouvoir. C'est la même chose qui se passe en Centrafrique, évidemment. Les Français sont des spécialistes de la manipulation du mécontentement populaire, des foules en détresse, des tentatives de coup d'État, de l'emploi de mercenaires, etc. Allez, Luc Michel, tel que l'on est donc parti du côté de Bamako avec cet éternel, passez-moi l'expression, cet éternel bras de fer qui va désormais persister avec cette guerre à distance entre la France et surtout Bamako, puisqu'à chaque fois, les autorités ont pointé un doigt accusateur sur cet État, qu'il soit extra-régional ou alors occidental. On le sait tous, c'est pour éviter de faire apporter clairement la précision sur cet État qu'est la France. Et j'ai envie de vous poser la question, bien qu'elle soit visiblement banale, jusqu'où doit-on aller dans cet éternel bras de fer qui persiste désormais entre la France et Bamako sur la question de l'indépendance pure et simple même de cet État-là? Luc Michel? Allez, on a visiblement perdu Luc Michel alors que l'on tentait de savoir si finalement la France va capituler pour finalement, j'ai dit n'importe quoi, revenir à de meilleurs sentiments ou alors considérer désormais l'État malien comme un véritable État souverain et donc aller à la négociation comme telle, ou alors il faudra s'attendre à ce que ce bras de fer persiste entre ces deux États qui, par le passé, on le dira jamais assez, ont été partagés un certain nombre de partenariats, qu'ils soient militaires, économiques ou autres. En tout cas, la question de la souveraineté du Mali passe avant toute autre. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre et croire effectivement les autorités de la transition qui semblent véritablement mener ce peloton du côté de Bamako. Je ne sais pas si on a Luc Michel, parce qu'on va tenter de sortir de cette actualité. Luc, est-ce que vous nous recevez à nouveau? Allez, des soucis. Est-ce qu'on l'a, Nathan? Oui, je suis reconnecté. Alors, aujourd'hui, le net est exécrable, on a des coupures en permanence. Je vous écoute, Fabrice. Alors, Luc, en tout cas, je voudrais savoir avec vous, est-ce qu'il va s'attendre à ce que la France capitule dans sa démarche de vouloir véritablement renverser la dynamique du côté de Bamako, ou alors ça sera un éternel bras de fer entre les deux États, vu que dans les deux différents communiqués, le 30 et le 31, la France est indexée de manière implicite dans ces communiqués, soit comme étant un État extra-régional ou alors un État occidental dans la responsabilité, entre guillemets, établie contre cet État, le Mali. Écoutez, la France ne s'arrêtera pas, la France ne renonce jamais. Il y a une biographie, la dernière biographie. Décidément, c'est le jour. Vous m'entendez toujours? Absolument. Allez-y, Luc, nous vous écoutons. Attendez, je vais essayer de voir. Nous vous écoutons, Luc Michel. Nous vous écoutons, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous écoutons, Luc Michel, 5 sur 5. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, donc c'est que la France ne renonce jamais. Il y a une biographie de la France-Afrique qui est sortie le jour de l'ouverture du sommet de Montpellier. Ça s'appelle l'Empire qui ne voulait pas mourir. Depuis De Gaulle, qu'est-ce que c'est la France-Afrique? C'est maintenir en vie un empire qui ne devrait plus exister. Le Commonwealth britannique, c'est la même chose. Ce sont les néocolons qui ne veulent pas disparaître. Donc la France n'arrêtera pas. Elle essayera tous les moyens, la guerre médiatique, la guerre économique, les barbouzeries, les tentatives de coup d'État, etc. Et les colonels de Bamako n'en ont pas fini avec la France. Allez, Luc, on va véritablement sortir de ce programme. À votre avis, que doit-on retenir autour de cette actualité clairement du côté de Bamako, Luc? Il faut retenir que tout ce que racontent les Français, démocratie, bonne gouvernance,
constitution, etc. Ce sont des fariboles. Ce que veulent les Français, c'est le contrôle néocolonial des pays. Ils n'hésitent pas à participer parce que c'est clair, il s'agit d'eux pour l'État occidental. Ils n'hésitent pas à organiser une tentative de coup d'État pour ramener leur France-Afrique au pouvoir. Ça a été la même chose en France-Afrique, en Centrafrique. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre Touadéra. Il y a eu des tentatives de coup d'État. Il y a eu une grande tentative de soulèvement militaire avec Bozizé en janvier 2021 pour empêcher Touadéra d'être élu. Si les Russes, les Rwandais et les Fakans n'avaient pas gagné la partie, c'est aujourd'hui Bozizé qui coucherait au palais de la Renaissance et Touadéra qui serait en exil. C'est cela qu'est la France-Afrique. Les Américains, c'est la même chose. N'écoutez pas toutes leurs histoires sur les démocraties, les droits de l'homme, la règle des 2 mandats, etc. Eux, c'est par dizaines des tentatives de révolution de couleur qu'on a appelées, par exemple, le printemps africain ou le printemps arabe en 2010-2011, printemps africain à partir de 2014. Tous ces gens n'ont aucun respect pour la démocratie. Ce qu'ils veulent, c'est le néocolonialisme et l'exploitation. Les Africains qui prétendent qu'il faut soutenir l'agenda occidental, on en a parfois sur les plateaux d'Afrique Média, qui soutiennent par exemple la règle des 2 mandats pour les élections présidentielles, etc. Ce sont des gens qui soutiennent l'agenda néocolonial en Afrique. Et voilà qui est donc désormais précis. Merci infiniment à vous, Luc Michel, au général Issa Diawara, qui a été d'un autre le temps d'un arrêt pour nous permettre d'avoir un peu plus de précision autour de ce coup d'État déjoué contre le président Assimi Goïta. Merci, messieurs, mesdames, de nous avoir suivis encore une fois de plus en rang serré dans le cadre de cette 2e édition de la semaine d'appel sur le continent. On y sera encore demain pour de nouvelles actualités. D'ici à la portée ou bien le grand journal, c'est dans moins de 10 minutes un exercice de Christelle Wandi. Bonne soirée à tous.